Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mayotte est aujourd'hui le nom d'un archipel dévasté avec d'un paysage méconnaissable et mon souhait ce matin c'était de revenir sur cette catastrophe et ses répercussions mais aussi de présenter Mayotte avec vous. Rémi Carayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez Mayotte, département colonie, un ouvrage aux éditions de La Fabrique où j'ai appris énormément de choses. Peut-être quelques mots tout d'abord sur la situation actuelle dans l'archipel. Bon, c'est encore très flou concernant le nombre de victimes, puisqu'on est toujours avec ce bilan officiel d'une vingtaine de morts, mais on se doute qu'il y en a probablement beaucoup plus. On se doute aussi que peut-être on ne saura jamais véritablement le nombre exact de personnes qui sont mortes, puisque certaines ont été enterrées et sans que les autorités n'en soient informées. Et puis pour l'instant, on est encore dans une situation qui relève de la survie. On essaye de trouver de l'eau, on essaye de trouver de la nourriture, on essaye de trouver un peu de réseau téléphonique et on attend les secours. Peu de gens pour l'instant ont vu les secours arriver. Beaucoup de gens disent que c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Alors, non pas évidemment que ce fléau climatique était attendu, même si, bien entendu, des cyclones, il y en a dans la région, mais ses conséquences, elles, pouvaient être prévisibles. Oui, il suffit de se promener à Mayotte pour voir qu'il y a... que toutes les collines, presque des zones urbaines, sont occupées par ce qu'on appelle des bidonvilles, des quartiers qui sont faits de petites habitations construites en tôle, en morceaux de bois, qui sont évidemment très précaires. Il est évident, dans une zone où régulièrement il y a des tempêtes et parfois des cyclones, qu'elle ne résisterait pas à des vents violents. C'était quelque chose qui était connu depuis de très nombreuses années. Il y a eu quelques rapports parlementaires, et notamment un récemment publié, il y a quelques mois seulement, qui indiquait que rien n'était fait pour prévoir et anticiper une éventuelle crise de ce genre. Et effectivement, personne aujourd'hui n'est surpris. Les gens sont surpris par la puissance de ce cyclone, parce que c'est un événement exceptionnel tout de même, mais personne n'est surpris par les conséquences. Alors justement, qui habite ces bidonvilles, Rémi Carayol? Présentez-nous ce territoire, parce que donc c'est la France, c'est même un département français, mais bon, on a l'impression que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir en métropole. Ah non, on en est très loin. Ces bidonvilles, selon les chiffres de l'INSEE, 65% des personnes étrangères, en situation régulière ou pas d'ailleurs, habitent ce genre d'habitat, et 25% aussi de Français natifs de Mayotte, comme on dit, donc des Mahorais, des Mahoraises. Donc il n'y a pas que des étrangers, contrairement à ce que l'on peut entendre. Ce sont des personnes qui sont pauvres. En fait, il faut savoir qu'à Mayotte, Mayotte est le territoire, si l'on se situe sur le plan français, le plus pauvre de France, et de très loin. 4 personnes sur 10, pour donner une idée, 4 personnes sur 10 à Mayotte vivent en dessous du seuil de pauvreté local, c'est-à-dire qui est fixé à 160 € par mois, c'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 2000 € par an. 8 personnes sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté national, qui est fixé à 1000 € par mois. Tout cela, c'est cette population-là qui vit dans ces quartiers parce qu'elle n'a pas les moyens de construire sur des terrains, d'acheter des terrains, de construire avec du béton ou des briques, et qui se retrouve à vivre dans des conditions qui sont d'une très grande précarité. Il y a parmi eux des gens qui sont nés à Mayotte, qui ont grandi à Mayotte, qui ont vécu toute leur vie à Mayotte, et puis il y a des gens qui sont arrivés récemment des îles voisines. Mais alors, justement, question naïve, comment expliquer que des Français, ça ne justifie pas, bien entendu, que des étrangers le fassent à Mayotte, mais comment justifier que des Français habitent aujourd'hui dans des bidonvilles, des habitats précaires? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, à Mayotte, Rémi Carayol, qui justifie ce type de situation? En fait, on est dans un territoire qui a pendant très longtemps été négligé par l'État français. Il faut savoir que Mayotte, c'est une île qui a été colonisée en 1841. C'est plus vieux que
Nice et la Savoie, Oui, dit-on. c'est ce qu'on entend souvent à Mayotte, avant Nice et la Savoie. Effectivement, de ce point de vue, c'était français avant Nice et la Savoie, sauf que les habitants de cette île, eux, n'étaient pas français. C'était des indigènes, donc des sujets coloniaux, au contraire des habitants de Nice et la Savoie, qui, eux, sont devenus citoyens dès lors que leur territoire a été rattaché à la France. D'où le sous-titre d'ailleurs de votre ouvrage, Département colonie, ce qui est un oxymore, une contradiction dans les termes. Oui, ça peut paraître être une contradiction. En réalité, de mon point de vue, ça n'en est pas tant que ça. Pas seulement à Mayotte d'ailleurs, c'est un terme que l'on peut parfois aussi employer, en tout cas dans les autres départements d'outre-mer, parce que tous ces territoires sont d'une manière ou d'une autre non seulement liés à la France par une histoire coloniale, mais aussi ont cultivé encore aujourd'hui, ou parfois subissent, un lien de type colonial avec la métropole. Alors ce que vous dites finalement dans ce livre, c'est que l'intégration de Mayotte à la France, elle ne s'est pas du tout faite sur une base d'égalité des droits, mais pourquoi la France a-t-elle voulu franciser ou plus exactement coloniser ce territoire? À l'origine, en 1841, ce qui intéresse la France dans cette île, dans cet archipel des Comores, c'est sa position stratégique pour aller conquérir l'île de Madagascar, qui est bien plus intéressante aux yeux des Français. C'est la principale raison. Après, on est dans une course aux conquêtes territoriales, avec l'Angleterre notamment, et l'Angleterre lorgne également l'archipel des Comores à cette époque-là. La France l'a devancé, mais on est dans cette situation-là. Et en réalité, une fois que cet archipel, cette île d'abord et ensuite l'ensemble de l'archipel des Comores est colonisé, la France n'en fait pas grand-chose parce qu'elle ne sait pas vraiment quoi en faire. Alors des terres sont spoliées aux indigènes pour être données à des planteurs, mais l'administration coloniale est très peu présente, elle ne fait pas grand-chose. Et cela jusqu'à le milieu des années 70, jusqu'à la décolonisation de ce territoire et à la séparation de Mayotte avec les autres îles. Mais alors justement, est-ce que cette situation, parce que je pense qu'un point géographique ne serait pas inutile à ce stade, Rémi Carayol, parce que c'est un territoire qui est singulier du point de vue économique, vous l'avez expliqué, qui est singulier du point de vue historique, mais aussi géographique. Oui, tout à fait. Les intérêts stratégiques de 1841 sont toujours valables aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. On est dans le canal du Mozambique. L'archipel des Comores se situe à peu près à mi-distance entre l'île de Madagascar à l'est et le Mozambique, la côte est-africaine à l'ouest. Il faut savoir que le canal du Mozambique est une zone de transport maritime très fréquentée. Aujourd'hui encore, 30% du transport maritime passe par cette zone, et notamment de nombreux pétroliers. Donc, pour la France, c'est très important d'être dans cette zone. Il faut savoir que lorsque Madagascar est devenu indépendant en 1960, la France avait négocié avec les nouvelles autorités malgaches de pouvoir conserver une base militaire dans le nord de Madagascar, à l'entrée du canal de Mozambique, Diego Suarez. Et en 1973, les autorités malgaches ont demandé à la base, aux militaires français, de partir. Il se trouve qu'un an plus tard, les Mahorais et les autres Comoriens étaient consultés pour savoir s'ils voulaient l'indépendance. Les Mahorais ont voté contre l'indépendance et ça a fait les affaires quelque part de l'armée notamment, qui elle voulait garder une position dans cette zone, qui est vraiment un endroit stratégique, surtout s'il y a des problèmes au niveau du canal de Suez. Et donc on assiste à la fois donc à une situation stratégique du fait donc de la place de cet archipel, comme vous venez de le rappeler, mais aussi d'une terre de précarité, puisqu'il y a un certain nombre de migrants qui viennent principalement de Madagascar et d'Anjouan et qui provoquent donc une situation là aussi extrêmement singulière. Oui, alors, il faut savoir qu'on est dans une zone qui s'est faite par les flux migratoires. Il y a toujours eu des flux migratoires, venus d'ailleurs d'abord pour peupler l'archipel, et ensuite entre les 4 îles de l'archipel. Ça n'a jamais arrêté, et y compris lorsqu'il y a eu la séparation en 1975 de Mayotte avec les autres îles, ça a continué. La France n'a imposé un visa qu'en 1995, c'est-à-dire qu'avant, les flux continuaient. Et de cette situation, et même lorsqu'un visa a été mis en place en 1995, les flux ont continué, mais de manière clandestine cette fois, donc dangereuse aussi pour les gens qui faisaient la traversée, entre Anjouan et Mayotte, 70 km seulement. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation où aujourd'hui, selon l'INSEE, la moitié de la population est considérée comme étant étrangère. Et la plupart sont des Comoriens des autres îles. Donc, ce qui est quelque chose d'absolument singulier pour un département français. Totalement singulier, mais ce qui est encore plus singulier, c'est que ces personnes qui sont étrangères
le sont-elles vraiment en réalité? Dans le sens où elles parlent la même langue, elles ont la même culture, elles prient de la même façon que les Mahorais. Ouais, alors j'aimerais pas me lancer dans des parallèles qui seraient inexacts, mais on a l'impression que vous évoquez une situation qui peut rappeler par exemple certaines frontières artificielles en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Bah, toutes les frontières issues de la colonisation sont d'une manière ou d'une autre plus ou moins artificielles. Quelque part, toutes les frontières sont artificielles de toute manière. Mais dans l'archipel des Comores, Alors là, je parle de groupes linguistiques par exemple. ah En ben là, matière de groupes linguistiques, s'il y a homogénéité, on peut... En l'occurrence, il y a homogénéité, puisque c'est la langue comorienne, avec évidemment des parlers qui ont quelques différences selon les îles, puisqu'on est dans des milieux insulaires, et on a aussi une homogénéité culturelle, c'est-à-dire que ce sont les mêmes marqueurs qui marquent la vie sociale des Mahorais, comme des Anjouanais, comme des Grands Comoriens et comme des Mohéliens. Bon, mais alors, dans le même temps, ceux qui ont fait la départementalisation des Comores de Mayotte ont un certain nombre d'arguments pour dire que, en l'occurrence, c'est un archipel qui coûte à la métropole 2 milliards d'euros, un peu moins en réalité, mais plus en tout cas que la Nouvelle-Calédonie, qu'il y a eu une amélioration des infrastructures, qu'il y a eu une stabilisation institutionnelle, un certain nombre de choses en matière d'éducation et de formation. Bref, ce territoire, il nous sert du point de vue stratégique, mais il nous dessert du point de vue économique, Rémi Carayol. Bon, c'est toujours difficile de mettre dans la balance des enjeux qui sont finalement assez différents. Je sais, oui, c'est un territoire en soi qui coûte de l'argent. Il faut savoir, par exemple, que l'économie de Mayotte dépend à 80% des investissements publics. Que 6 emplois sur 10 qui sont créés à Mayotte sont des emplois publics. Donc il est évident qu'il y a un gros investissement de la France, mais il faut savoir que l'île part de très loin, si encore une fois on se situe du point de vue français. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 90, la France n'a pas investi dans ce territoire. Et lorsqu'elle a commencé à envisager la départementalisation, qui était une revendication des responsables politiques locaux, elle a commencé à investir en masse. Alors pas assez aux yeux des Mahorais, moi j'aurais tendance à dire plutôt mal, plus que pas assez, mais elle a commencé à investir, à construire des collèges, à construire des réseaux routiers, téléphoniques, à construire des écoles et des centres de santé. Seulement, le problème de ces investissements, c'est qu'ils ont contribué à faire de Mayotte, quelque part, une sorte d'îlot de prospérité dans une zone très pauvre. Donc d'un côté, Mayotte est le territoire le plus pauvre de France, le plus inégalitaire aussi, mais de l'autre côté, il fait figure aujourd'hui d'îlot de prospérité dans son ensemble régional. Vis-à-vis des autres îles des Comores, le PIB de Mayotte par habitant est estimé à peu près 8 fois plus que celui des autres îles des Comores, mais aussi vis-à-vis de Madagascar, le PIB est 23 fois supérieur à celui de Madagascar. Mais alors, justement, là aussi, lorsqu'on évoque le dynamisme économique relatif, c'est-à-dire très relatif, toujours... mais alors, relatif, mais si on le compare à Madagascar et si on compare cela à ce qui existait ailleurs, les partisans de la départementalisation ont fait valoir un certain nombre d'actions qui ont été faites sur le terrain et qui... s'éloignent d'une situation de territoire de seconde zone de leur point de vue. La départementalisation, dans l'esprit des responsables mahorais, c'est l'égalité. Et c'est une réalité, d'un point de vue juridique, ce sont normalement les mêmes textes de loi, les mêmes prestations sociales, les mêmes services publics. Sauf que dans les faits, c'est pas le cas, et c'est pas propre à Mayotte. On voit régulièrement dans les Antilles, notamment, que l'égalité n'est pas encore atteinte du point de vue des principaux concernés. Donnez-nous des exemples. Par exemple, prestations sociales, aujourd'hui, très peu existent, et le RSA est moitié moindre que celui qui est en vigueur en France. Ce qui est étonnant, puisque le niveau de vie à Mayotte, ou la cherté de la vie plus exactement, est de 10% supérieur à la métropole. Entre 10, 20, 30%, tout dépend des produits qu'on achète en fait. Mais évidemment, pour les produits importés, ça peut être beaucoup plus cher, mais la vie courante, disons, est plus chère.
Pourquoi le RSA est-il Parce que c'est tout le récent, fondement? parce que l'État rechigne à le faire, arriver au niveau français. Le RSA a été mis en place au début des années 2010 seulement. En fait, tout un tas de prestations sociales. Il n'y avait pas de retraite à Mayotte avant. Aujourd'hui, il y a une retraite, mais là aussi, le montant maximum d'une retraite est de 900 euros. Pas plus. Donc en fait, tout se met en place. Et c'est très lent. Il faut se rappeler que les départements d'outre-mer, les anciens départements, ont été départementalisés en 1946. Mais ils ont mis des années et des années à obtenir les mêmes droits en matière de prestations sociales que ceux qui sont en vigueur en France hexagonale. Rémi Carayol, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui m'a beaucoup appris, Mayotte, département, colonie, c'est aux éditions de la Fabrique. On va continuer d'évoquer la situation dans l'archipel. Vous serez rejoint par Clémentine Lehuger, docteur en sciences politiques, qui a consacré sa thèse au rapport de l'État à Mayotte. Ça sera dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mayotte, sujet éminemment politique. Nous en parlons avec Rémi Carayol. Vous publiez, Rémi Carayol, Département, colonie. Mayotte, c'est aux éditions de la Fabrique. Et nous recevons Clémentine Lehuger. Bonjour Clémentine Lehuger, vous êtes docteur en sciences politiques. Votre thèse s'intitulait L'État magnéné. Je dois mal le prononcer. Magnéné, ça veut dire bricolage en mahorais. Imaginaire, pratique et rapport à l'État à Mayotte, ça c'est le style de la thèse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le mot magnéné et j'aimerais que vous m'expliquiez sa signification. Bonjour. Effectivement, alors ce terme en fait d'état magnénier, enfin cette expression, c'est en fait une expression vernaculaire, c'est-à-dire que c'est une expression que j'ai commencé à entendre sur le terrain à Mayotte quand j'ai commencé mes recherches en 2014. Au départ, voilà, enfin quand on commence un grand projet de recherche, on n'a pas forcément de questions spécifiques, mais je voulais m'intéresser un petit peu à l'état au concret, c'est-à-dire les attentes aussi qui pesaient sur cet état à Mayotte quelques années après la départementalisation. Comment est-ce que concrètement aussi l'État s'incarne dans la vie quotidienne des gens. Et puis, évidemment, m'intéresser à celles et ceux, on va dire, qui peuplent l'État, c'est-à-dire les agents, les élus, les administrations. Et quand j'ai commencé à faire mes entretiens, cette expression d'état magnénier, donc d'état bricolé, d'état fait de briques et de broc, enfin, il y a plusieurs traductions qu'on pourrait proposer, elle ressurgissait en fait constamment. Et elle ressurgissait constamment dans la bouche en fait de différents acteurs et elle voulait dire différentes choses. Pour, par exemple, les élus mahorais, l'idée que l'État était bricolé, c'était une manière aussi de dire qu'il y avait un cadre réglementaire dérogatoire qui permettait... voilà, une espèce d'ajustement des normes et des règles qui pouvaient être en la défaveur, par exemple, du territoire. Avec, on l'a évoqué en introduction avec Rémi Carayol, avec un territoire donc pauvre qui présente de nombreuses inégalités, avec beaucoup d'emplois publics, des emplois publics qui sont tenus par des Blancs expatriés, une classe moyenne mahoraise qui a également un petit nombre de ces emplois. Clémentine Lehuger, il faut nous expliquer ça parce que c'est essentiel pour comprendre les inégalités dans l'île. Alors effectivement, sur la composition un peu sociologique de cet État local, on a une rupture assez nette, même si elle est en train de se transformer. Enfin déjà, moi, entre ma thèse qui a été soutenue en 2022 et aujourd'hui, on a vu quand même des transformations. Mais pour résumer, on a effectivement des administrations, donc des services de l'État, dont les élites, enfin les cadres sont principalement en fait peuplés par des métropolitains. C'est principalement des métropolitains. Alors le terme d'expatrié n'est pas très apprécié puisque Mayotte, c'est la France. Et donc, c'est pas des expatriés. Mais dans les faits, en termes de sociabilité, de style de vie, on retrouve quand même des points communs avec effectivement cette idée de l'expatriation. Et après, on a effectivement aussi une élite mahoraise, une classe moyenne mahoraise, et puis ensuite tout un ensemble de populations composées diversement, très pauvres. Et ce qu'on observe en tout cas, c'est que du côté des collectivités locales, on a quand même des collectivités locales dont les élus donc, sont tous et toutes des Mahorais. Les agents sont principalement très largement, voire exclusivement des Mahorais. Et de l'autre côté, on a effectivement des administrations que vous avez décrites. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux, Clémentine Lehuger et vous, Rémi Carayol, vous travaillez dans une optique post-coloniale.
Il serait difficile d'ailleurs de faire autrement, puisqu'il s'agit historiquement d'une ancienne colonie. J'ai reçu d'ailleurs des mails de gentils auditeurs me disant surtout n'invitez pas Rémi Carayol car celui-ci est un agent des Comores. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le champ intellectuel autour de Mayotte est-il à ce point miné, ce qui est difficile à comprendre pour des métropolitains? Alors, il faut remonter pour ça à quelques années en arrière. Lorsque la campagne pour la consultation des Comoriens, lorsqu'on va leur demander s'ils veulent devenir indépendants ou pas, est lancée, il y a une grosse bataille d'idées en fait entre deux camps, le camp des indépendantistes et le camp de ceux qui sont pour Mayotte française. Et à l'issue de une bataille qui peut être violente, hein, qui aboutit à des rites villageoises. À l'issue du processus électoral, tous les indépendantistes vont être chassés de l'île de Mayotte. Alors, soit chassés physiquement, c'est-à-dire qu'on estime entre 1500 et 2000 personnes, le nombre de personnes qui sont envoyées vers Anjouan, dans des bateaux, soit chassés symboliquement, c'est-à-dire qu'elles sont marginalisées des villages et de la vie communautaire. Et en fait, à partir de ce moment-là, s'impose un discours dominant qui ne tolère aucune contradiction, aucune critique, qui est de dire Mayotte est française et Mayotte doit devenir département. Et dès lors que l'on sort un tout petit peu de ce discours, sans forcément remettre en cause le fait que Mayotte est française, c'est le cas d'un certain nombre d'élus, on se fait rabrouer et quelque part on est mis à la marge en fait. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui encore, effectivement, moi, par exemple, pour en finir là-dessus, j'ai été qualifié par quelqu'un, lorsque je travaillais dans un journal, j'ai été qualifié d'anticolonialiste. Et anticolonialiste à Mayotte, il y a 20 ans, c'était une insulte. Et vous, Clémentine Lehuger, vous êtes anticolonialiste? Je ne sais pas, je ne pense pas être identifiée tout à fait de la même manière que Rémi. Par ailleurs... Non, mais je veux dire dans l'esprit, parce qu'on a bien compris que le problème, c'était à la fois un territoire avec beaucoup d'inégalités et de l'autre, des partisans de la départementalisation qui disent, voilà, la France verse 1,75 milliard d'euros par an dans ce territoire. Alors, moi, juste pour préciser, par rapport à ma posture aussi dans la recherche en tant que chercheuse, moi, la grille de lecture postcoloniale, bien sûr que je la mobilise dans mes travaux. Cependant, je considère aussi qu'il y a un certain nombre de rapports de force à Mayotte, de rapports de pouvoir qu'on observe, qui méritent également d'être observés à l'aune d'autres grilles de lecture. Donc, il ne faut pas non plus... voilà, il y a un sujet très politique. Enfin, moi, je fais de la recherche, donc je pense qu'il faut aussi replacer ça. Et par rapport à ce que vous dites, effectivement, Rémi l'a rappelé, il y a une mémoire politique très vive à Mayotte sur ce combat départementaliste, sur cette lutte, sur cette mobilisation politique qui a duré quand même de nombreuses années, qui aujourd'hui agit vraiment comme une sorte aussi de carcan. C'est-à-dire, Rémi l'a dit, aujourd'hui, mettre en doute par exemple la départementalisation, mettre en doute par exemple les rentes de la départementalisation et donc questionner finalement le bilan maintenant une quinzaine d'années plus tard, c'est potentiellement prendre le risque de se faire taxer, d'être pro-comorien, voilà, de ne pas aussi honorer le combat des aînés, donc de celles et ceux qui se sont battus pour Mayotte. Et ça, à Mayotte, c'est très fort encore aujourd'hui. Astrid de Vilaine. Comment observez-vous tous les deux la façon dont l'État, le Premier ministre, le Président de la République et les ministres sur place gèrent cette crise ? Clémentine Lehuger. Merci de me laisser répondre à cette question, Rémi. Alors, bon, on fait pas, on va peut-être éviter de faire de l'analyse, on va dire, à brûle point. Vous avez rappelé tout à l'heure dans votre chronique, effectivement, l'attitude du Premier ministre François Bayrou qui a été très critiqué par rapport à, d'une part, son absence à la réunion ministérielle de crise, le fait qu'il n'y ait pas cité dans son entier, et d'autre part, le fait qu'il ait choisi d'aller au conseil municipal de Pau. Je pense qu'il faut replacer ce type d'attitude, en fait, dans quelque chose d'un petit peu plus long. De façon générale, les Outre-mer, les Outre-mer, les départements et régions d'Outre-mer sont des territoires à la marge. D'ailleurs, ils en témoignent régulièrement dans des mobilisations sociales de grande ampleur. À Mayotte, la question du sentiment d'abandon de l'État, elle est extrêmement forte. Elle tient également aussi à la trajectoire historique coloniale et post-coloniale qu'a rappelé Rémi Carayol dans la première partie de l'émission. On voit bien ces espèces de rattachements successifs, des atermoiements de la France qui ne sait pas vraiment comment se comporter à l'égard de Mayotte. Tout ça a créé une inquiétude statutaire extrêmement forte que ressentent encore aujourd'hui les Mahorais et les Mahoraises. Dès lors qu'il y a un changement, une alternance politique à la tête du gouvernement, les Mahorais et les Mahoraises craignent de voir le statut départemental être mis en question. Et vous, Rémi
Le député communiste Stéphane Peu a parlé hier de impensé colonial et raciste en évoquant ce qu'il appelle une faute politique de la part de François Bayrou. Alors, pour Bayrou, je ne sais pas, ce que je peux dire, c'est omniprésent dans la classe politique française, à mon sens. Cette impensée coloniale, et pas que dans la classe politique française d'ailleurs, aussi peut-être chez les intellectuels et peut-être même au sein de toute la population. C'est notamment dans mon livre ce que j'essaye d'expliquer, mais Clémentine l'explique bien dans sa thèse aussi. On le voit notamment quand on est à Mayotte, avec des comportements de personnes qui parfois se comportent en colons. Pour vous donner un exemple, il y a un livre, moi, qui m'a considérablement marqué lorsque j'étais à Mayotte. C'est un livre d'Albert Memmi qui a été écrit en 1957. Portrait du colonisateur, portrait du colonisé. 1957, en Tunisie. Eh bien, je retrouvais le portrait du colonisateur, je le retrouvais dans bien des personnes que je côtoyais à Mayotte. Et ça veut beaucoup dire de notre impensée coloniale à nous tous, en France, et qui est particulièrement prégnant, effectivement, dans la classe politique française, à mon sens. Mais alors, il y a aussi d'autres choses. Il y a effectivement, d'abord, comme vous l'avez dit, Rémi Carayol, en première partie des matins, il y a une question d'hétérogénéité, parce qu'on troque en quelque sorte une situation stratégique importante de la France contre une aide à un département. Alors, l'aide est insuffisante, puisque les inégalités sont là. Et puis, il y a la question, et il faut en parler, il y a la question donc de l'immigration, avec environ 20 000 reconduites aux frontières, parce qu'il faut aussi expliquer à nos auditeurs que la plupart des chiffres des reconduites aux frontières se situent en réalité à Mayotte. Quand on dit 35 000 reconduites aux frontières en France, il y en a en réalité 25 000 à Mayotte, ce qui donne une singularité absolue à ce territoire. Chaque année, c'est entre 23 000 et 25 000 ces dernières années, reconduites à la frontière. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 70 reconduites par jour. Et ça représente pas loin de 10% de la population de l'île, qui est estimée à 320 000 habitants. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et quand on est là-bas, c'est omniprésent. On voit, c'est ce qu'on appelle des paniers à salade, ces camions de la gendarmerie bleus avec grillagés, et on voit tous les jours des gens qui sont amenés dans ces camions et qui sont amenés au centre de rétention et qui sont renvoyés par le bateau. C'est une politique qui a été mise en œuvre il y a une vingtaine d'années, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et il a décidé de faire la politique du chiffre, et depuis, ça n'a jamais cessé d'augmenter. La question qu'il faut se poser, c'est pour quel résultat ? On voit bien, finalement, que cette politique n'a pas de résultat. Les flux migratoires se poursuivent, et surtout, on a fixé des populations sur cette île avec un certain nombre de lois, et notamment en établissant le visa, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle des migrants ou des étrangers à Mayotte, en réalité, beaucoup sont nés sur le territoire, et ils ont vécu toute leur vie sur ce territoire. Et oui, ce qui rappelle, Clémentine Lehuget, la spécificité de ce territoire, avec des frontières qui existent, mais des frontières qui ne sont pas nécessairement perçues de la même manière par les Mahorais. Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que vient de dire Rémi, sur le bilan finalement de cette intense lutte contre l'immigration clandestine qui n'a de cesse en fait de s'intensifier depuis une vingtaine d'années, il y a quand même aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on s'interroge, puisque la manière dont a été justifiée cette lutte contre l'immigration clandestine, c'était de brandir l'argument démographique en disant si finalement la départementalisation justement n'a pas abouti entre guillemets au modèle, on va dire, de développement qu'on aurait espéré, c'est parce qu'il y a cette question de l'immigration clandestine. Donc il faut reconduire les gens à la frontière. Ce qui a été massivement fait, les chiffres ont été rappelés. Or, aujourd'hui, quand on interroge en fait les Mahorais et les Mahoraises avant même le cyclone Chido sur leurs conditions de vie, sur l'accès à l'éducation, sur l'accès à la santé, sur la question de la gestion des ressources naturelles, ça s'est absolument pas amélioré, ça s'est même dégradé. Donc la preuve assez simple est faite que cette lutte contre l'immigration clandestine ne trouve pas des effets escomptés. Alors, autre lien qui peut faire office d'ancienne au sujet de Mayotte, c'est le lien qui est fait entre l'immigration clandestine, la situation sur place et l'insécurité. Oui, dans les discours, notamment des responsables politiques, mais pas que, on entend souvent que l'insécurité est liée uniquement aux étrangers, aux clandestins, comme on les appelle là-bas. En réalité, d'abord, un certain nombre d'enquêtes sociologiques démontrent que ce n'est pas le cas. Quand on discute avec les magistrats, ils nous expliquent que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que dans les délinquants, on retrouve de tout, et notamment beaucoup de jeunes Français. Alors, il faut quand même préciser quelque chose, l'insécurité, c'est tout nouveau.
à Mayotte. Justement, qu'est-ce que ça veut dire l'insécurité, Rémi Carayol? C'est quelque chose de très concret aujourd'hui. Autant il y a 10 ans, ça ne représentait pas grand-chose, juste essentiellement des cambriolages. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire que quand on sort le soir, on ne sait pas si on ne va pas se faire caillasser ou si on ne va pas tomber sur un barrage et se faire voler, voire agresser. La délinquance a explosé ces 5-6 dernières années, et notamment une délinquance juvénile avec des très jeunes. Très jeunes, c'est 13, 14 ans, voire plus jeunes même. En fait, alors il y a tout un tas de raisons qui expliquent. À mon sens, la première des raisons, c'est qu'on est dans le territoire le plus inégalitaire de France. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça explique un certain nombre de violences qui sont des violences sociales, en réalité. Mais il y a un autre aspect qu'il faut mettre en avant. Pourquoi ces jeunes sont, quelque part, passent du mauvais côté de la barrière ? C'est parce que l'État français, dans sa politique de lutte contre les personnes en situation irrégulière, a fabriqué ce qu'on appelle des mineurs isolés. C'est-à-dire qu'en expulsant en masse, et notamment des femmes, des enfants se sont retrouvés sans leur mère, sans leur tante, sans la personne qui s'occupait d'eux, et se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et petit à petit, ils se sont organisés en bande. Ils ont commencé à chaparder dans les champs, puis à mendier devant les supermarchés, puis à cambrioler, et parfois même à agresser. Et en fait, pour le coup, l'État français, à mon sens, a une responsabilité majeure dans la création de ce phénomène. Aujourd'hui, on estime à peut-être 5 000, 6 000 le nombre de mineurs isolés à Mayotte. Clémentine Lehuger, là-dessus, un commentaire. Non, parce que je sais que les chercheurs qui travaillent sur place sont agacés à la fois par la manière dont les médias, je m'inclus là-dedans évidemment, sont répètent qu'il y a donc une question migratoire et une question d'insécurité à Mayotte. C'est pour ça que je veux vous entendre. Oui. Alors, je ne suis pas agacée, mais c'est vrai qu'il y a un prisme très fort à Mayotte. Enfin, déjà, on ne parle de Mayotte dans les médias que quand il y a des crises. En témoignent les sollicitations extrêmement intenses qu'on a depuis quelques jours. Pour les territoires d'outre-mer en général, c'est le cas aussi. Mais Mayotte en particulier. Et donc, effectivement, Mayotte, c'est généralement les questions migratoires et les questions d'insécurité. Ceci étant, il s'agit aussi d'en parler. Il ne faut pas faire le lit, justement, de celles et ceux qui viendraient dire qu'on refuserait d'en parler pour cacher, finalement, la réalité. Rémi, effectivement, l'a rappelé, la situation insécuritaire, elle s'est incroyablement dégradée. Enfin, pour moi, qui ai commencé à faire des terrains à Mayotte en 2014 et qui, chaque année, a continué à en faire pendant plusieurs mois, on s'est vraiment rendu compte, en fait, effectivement, des conditions de sécurité très dégradées. Après, ça tient effectivement aux raisons qui ont été rappelées, à savoir que cette insécurité, ces vols, ces cambriolages, ces agressions, elles sont évidemment condamnables, etc., mais elles répondent pour une partie d'entre elles, en tout cas aussi, à des logiques de survie, et elles sont le produit, en fait, d'une précarisation et d'une vulnérabilisation des populations, en fait. Astrid de Villene. Il y a la question de la reconstruction qui commence à émerger dans le débat. Vous avez sans doute entendu ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau. On ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire. François Bayrou a déclaré qu'il se rendrait sur place pour gérer cette question. Quelle est votre réaction sur ce tweet posté hier, et peut-être comment vous voyez-vous la reconstruction de Mayotte ? Clémentine Lehuger. Oui, merci. Alors, il y a eu effectivement un certain nombre d'interventions que vous avez rappelées. On peut aussi mentionner sur C8 ce polémiste qui a finalement dit que ce cyclone était une bonne occasion, je cite les termes, de pouvoir justement régler le problème migratoire à Mayotte et la question des reconstructions en évacuant les bidonvilles. Donc voilà, c'est un cynisme qui est assez glaçant. On a un certain nombre d'interventions qui mettent des interventions dans les médias qui mettent un petit peu en question cette idée de la reconstruction. Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est essayer de sortir en fait de la logique dans laquelle on était sur les questions de réaménagement de ces espaces de bidonville ou d'habitat précaire, à savoir finalement ce que menait l'État depuis 2020, à travers notamment les opérations dites de réaménagement permises dans le cadre de la loi Elan. C'était la destruction des bidonvilles et la reconstruction d'habitats sociaux. Dans les faits, les familles, le revenu médian à Mayotte étant de moins de 300 €, les familles sont tellement pauvres qu'elles ne peuvent pas
prétendre à ces logements sociaux. Donc il faut trouver une manière de reconstruire Mayotte qui prenne en compte justement ces populations précaires et vulnérables et qui leur fasse une place. Justement là aussi, parce que lorsqu'on découvre cette situation, on nous oppose que des bidonvilles, il y en a dans tous les territoires d'outre-mer français. C'est vrai, Clémentine Lehuger ? Moi, je reviens de La Réunion, où j'ai passé 3 mois. Je n'ai pas du tout vu les mêmes paysages, par exemple, que ceux auxquels je suis habituée à Mayotte. Alors, je ne me prononcerai pas sur l'ensemble des territoires ultramarins, mais il y a quand même une spécificité et les chiffres, les objectifs de Donc Mayotte. C'est un territoire particulièrement paupérisé par rapport aux autres territoires d'outre-mer. Rémi Carayol ? Il ne faut pas oublier, d'abord, l'histoire dont on a parlé dans la première partie, mais aussi la géographie. Mayotte se trouve dans une zone qui est extrêmement pauvre, en fait. Les Comores, Madagascar, ce sont des territoires très pauvres, économiquement, évidemment. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et si, à mon sens, si on commence déjà à parler de reconstruction, c'est peut-être un peu tôt, peut-être, parce qu'il y a quand même encore des corps ensevelis sous les débris. Mais si on commence à parler de reconstruction, à mon sens, on commettrait une erreur majeure en poursuivant dans la même logique que celle qui est mise en œuvre depuis des années, qui est une logique de répression, qui est une logique de décoper la mer avec une cuillère, où on essaye de résoudre les problèmes en expulsant, en réprimant, en décasant. À mon avis, on ne pourra pas trouver des solutions à la situation très particulière de Mayotte si on continue à penser ce territoire uniquement comme un îlot français posé comme ça, ici, au milieu de l'océan. On ne peut pas ignorer le fait que c'est un territoire comorien qui a été arraché, qui est aujourd'hui au sein de la République française, mais qu'on n'a pas pu arracher à son environnement naturel. Et ça, on ne peut pas l'ignorer, en fait. Et tant qu'on l'ignorera, parce que c'est ce qui est fait depuis des années, tant qu'on l'ignorera, on se retrouvera dans cette situation où on essaiera de régler les problèmes plutôt que d'anticiper les problèmes. Oui, mais alors ça, et donc on comprend bien ce que vous dites, Rémi Carayol, mais ce sont un peu les injonctions contraires, parce que ou bien on considère que c'est un département, et alors c'est comme la Seine-et-Marne, et dans ce cas-là, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, ou bien ça n'est pas un département, et alors... Mayotte est un territoire d'injonctions contraires. De contradictions permanentes, et mon titre en est une illustration. Votre titre, plutôt votre sous-titre, c'est Département Colonie, aux éditions de La Fabrique. On est sans cesse dans une situation contradictoire à Mayotte, et il est évident qu'on est dans une situation explosive en réalité. Le fait que la France soit restée dans cet archipel, mais les disloquer, à la demande effectivement des électrices et électeurs mahorais, ça a créé une situation, moi j'appelle ça un monstre social et un monstre institutionnel. Et on n'a pas de solution aujourd'hui, il n'existe pas de solution, et les seules solutions qui sont explorées, ce sont celles de la fermeté, de la répression, des discours aussi xénophobes, il faut le dire, qui sont très puissants sur l'île. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémentine Lehuger ? Effectivement, Mayotte est dans une situation qui est difficile, qui est un peu paradoxale. On a un tiraillement, c'est-à-dire que après, voilà, par rapport à ce que vient de dire Rémi, c'est aussi compliqué en fait de venir dénier, on va dire, le droit d'anciennes populations colonisées à devenir françaises. Enfin, je veux dire, à partir du moment où les Mahorais ont clairement et à plusieurs reprises témoigné leur volonté d'être attachés à la France. En tant qu'ancienne puissance colonisatrice, il y a aussi un enjeu, une responsabilité enfin pas accorder d'ailleurs, mais en tout cas à faire ce chemin de la départementalisation. Mais dans les faits, effectivement, ça crée une situation à l'échelle régionale, mais aussi sur le plan international, qui est extrêmement complexe, avec cette espèce d'enclavement de Mayotte au sein d'un espace avec lequel elle est de plus en plus coupée, en fait. Astrid de Villene. Vous parliez de géographie tout à l'heure, de prendre en compte en fait la situation de Mayotte. Par quoi ça pourrait ou ça aurait dû passer en fait comme type de politique publique ? Rémi Carayol. Une cogestion, à mon sens, une cogestion entre la France et les Comores. Alors c'est quelque chose qu'à Mayotte on ne veut pas entendre. C'est une réalité. Il n'empêche que moi, c'est la seule voie. C'est pour ça qu'on vous accuse d'être un agent comorien. Tout à fait. Parce que, en fait, pour le coup, je peux concevoir comme on veut, mais quand on voit l'évolution du territoire depuis une vingtaine d'années, où on voit que tout se détériore. Effectivement, il y a une bourgeoisie qui s'est constituée, donc elle vit mieux. Mais sinon, globalement, tout se détériore. Bon, est-ce qu'on veut continuer dans cette logique ? Et cette logique est liée au fait qu'on veut ériger un mur entre Mayotte et les autres îles. Bon, moi, je prône l'idée que peut-être un destin commun de ces habitants de l'archipel, avec un modèle institutionnel à inventer entre la France et les Comores, est possible.
Merci beaucoup Rémi Carayol. Mayotte, département coloniste, un livre dans lequel j'ai beaucoup appris aux éditions de La Fabrique. Merci Clémentine Lehuger. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez consacré votre thèse à l'État magnéné, autrement dit le mot bricolage en mahorais. Dans quelques instants, ça sera le journal d'Anne-Laure Chouin, le 8h45, et puis mes camarades François Saltiel et Lucille Como.